Donc, je vais commencer juste par vous parler à vous. Donc, on va vous poser plusieurs questions pendant 1 heure et quart environ. Puis, en gros, il va y avoir des questions. Ouais. C'est long. Il va y avoir des questions pour tout le monde, puis il va y avoir des questions spécialisées pour votre métier. C'est bon? OK, il est allumé? Est-ce qu'il est allumé? Non, je me suis pas entendue. OK. Donc, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et ensuite nous dire qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes? Donc, Vous n'avez pas besoin de micro. oui, mais c'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo, vous avez besoin du micro? Oui. Si je parle juste comme ça, vous ne m'entendez pas? J'aime tellement ça, le micro. Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Pellerin. Moi, je suis policier pour la GRC. Étant donné qu'on a des amis policières de Longueuil, je vais me permettre de juste parler de la partie fédérale. La Gendarmerie royale du Canada et le corps de police qui est représenté dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens. Notre rôle au Québec, c'est de faire le mandat fédéral. Il y a des mandats différents. Les policières de Longueuil vont vous expliquer ce qu'eux font à leur niveau municipal. Vous avez la Sûreté du Québec entre les deux. Et ensuite de ça, vous avez la Gendarmerie royale du Canada qui, elle, fait le mandat fédéral au Québec. Ce qui veut dire, quand vous entendez parler de sécurité nationale, de terrorisme, de frontières, les migrants illégaux qui rentrent, les bateaux, les cargaisons qui arrivent des autres pays, bien ça, c'est notre mandat à nous de s'assurer d'essayer de freiner le plus possible ces crimes-là. Fait que j'avais commencé tantôt, Pierre Pellerin, 22 ans de service avec la GRC. J'ai commencé ma carrière... J'ai commencé ma carrière en faisant de la patrouille, comme ça vient de sortir, de la patrouille des enquêtes au Nouveau-Brunswick pendant 6 ans, dans 3 postes de police différents. Par la suite, il y a eu les attaques du 11 septembre sur les bâtiments à New York et un peu partout aux États-Unis. On a créé, la GRC à ce moment-là, de la protection des avions. Et moi, j'ai été sur la protection des avions pendant les 5 années d'ensuite. Par la suite, j'ai commencé à monter en rang. J'ai fait des ressources humaines, j'ai fait du renseignement, j'ai fait de l'informatique. Et je suis aujourd'hui à ma dernière journée au niveau des ressources humaines et je m'en vais travailler pour le G7 à Québec pour les 2 prochains mois. Et bonjour tout le monde, je me présente, je suis Nicolas Ouellette, je suis technicien ambulancier paramédic, ça fait 12 ans. En reculant un peu, 22 ans en arrière, j'étais à votre place à vous autres, ça fait bizarre un peu. Moi, mon travail comme technicien ambulancier paramédic, dans le fond, c'est de prendre soin des gens, leur prodiguer des soins et faire leur transport vers l'hôpital en vue de recevoir des soins plus avancés, de voir le médecin. Donc, c'est mon travail à moi. 12 ans, comme je vous dis, je suis issu de vous autres un peu. J'ai passé où ce que vous êtes présentement. Fait que ça me fait un grand plaisir de vous voir aujourd'hui. Bonjour. Jocelyn Parenteau. Je suis pompier à temps partiel dans la ville de Rougemont. Puis surveillant d'élèves à Monseigneur-Parent. Aujourd'hui, je vais être ici. Oui, j'ai plein d'amis ici. C'est merveilleux. Alors, je suis ici ce soir pour vous parler du merveilleux métier de pompier. Alors, on est premier répondant pour la ville. Nous, on répond environ à 120 appels par année. Donc, si vous calculez vite fait, là, c'est un appel aux 3 jours à peu près. Par rapport à la ville de Longueuil, ils sortent pas mal à tous les jours, 3, 4, 5 fois par jour. C'est nous autres. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est l'agente Josée Gagné, agente à la prévention. Avant d'être agente à la prévention, ça va faire 20 ans. J'entame ma 19e année, pas 20 ans encore, je vais trop vite là. Ma 19e année au niveau du service de police. J'ai commencé à la ville de Saint-Bruno comme patrouilleur. On fait quelques années à la patrouille, surveillance de quartier, des choses comme ça. Et ça va faire déjà 12 ans que j'ai la chance d'être agente à la prévention dans les écoles, rencontrer des gens, un peu comme ce soir on le fait,
Ça fait partie de notre travail de venir prendre un temps d'arrêt avec vous, les citoyens. Là, ce soir, on a des plus grands, on a des plus jeunes, et de venir répondre à vos questions. C'est essentiel de le faire et on adore ça parce que c'est sûr que dans la rue, c'est rare quand on a une question à un policier qu'on va l'arrêter puis qu'on va pouvoir... pourriez le faire, mais vous n'allez pas le faire. Fait que ce soir, ça va nous faire vraiment plaisir de pouvoir répondre à vos questionnements. C'est bon? Bonsoir, moi je suis l'agente Fanny Perra. En fait, je suis policière pour le service de police de l'agglomération de Longueuil. Je suis dans ma 16e année au service de police. Comme José a dit, il y a eu une fusion en 2002. Moi, juste avant, j'ai travaillé pour Brossard et ensuite j'ai été dans l'agglomération. En fait, pour continuer ce que M. Pellerin disait, le mandat de la police dans une municipalité, ben c'est vraiment de arrêter des crimes, arrêter des voleurs, appliquer les lois et les règlements et prévenir le crime, assurer la sécurité des gens. Donc, au même mandat que la GRC, c'est juste que nous, dans un côté municipal, comme la Sûreté du Québec va le faire dans le Québec au complet, ben dans les alentours de Montréal, c'est toutes des petites municipalités ou plus grandes qui s'associent ensemble et c'est à ce moment-là que nous, on prévient le crime et qu'on applique les lois et les règlements. Moi, ça fait 5 ans, j'ai été 11 ans sur la patrouille. Ça fait 5 ans que je suis à la prévention. Donc, probablement que chacun d'entre vous avait déjà rencontré des policiers dans vos classes, à l'école, pour parler de différents sujets, parce qu'on est très présent dans les écoles, autant primaires que secondaires, pour venir parler de plein de choses. Donc, outre mon parcours de policière, vous savez qu'il y a plusieurs sections où est-ce que les policiers peuvent travailler. On va parler des enquêtes, on va toujours commencer par être un patrouilleur. Ensuite de ça, on peut faire des examens, aller à la prévention, avoir l'escouade cynophile. Ensuite de ça, c'est possible d'aller dans le SIJ, l'identité judiciaire, tout ce qui est prise de photos, empreintes, tout ça. Moi, vous avez peut-être vu, j'ai un brassard sur mon bras. C'est écrit RIC, réponse en intervention de crise. Donc, vous avez parlé des fois des tasers, mais moi, j'ai une formation pour les gens en santé mentale. Et comme je suis policière, ben, je suis engagée comme bénévole aussi pour le transport de dons d'organes que Mme Isabelle ici va vous parler sous peu. Merci, bonne soirée. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Isabelle, merci de nous avoir invités. Moi je suis infirmière depuis 2000, donc je suis dans ma 18e année. J'ai travaillé essentiellement aux soins intensifs et dans les services d'urgence. Je suis française, j'imagine que vous vous en doutez. En France, mon travail c'était le préhospitalier dans les hélicoptères. Donc en tant que premier répondant aussi, mais dans les secours. Moi, ma spécialité aujourd'hui, je travaille à Transplant Québec, je suis cadre infirmière. Donc je gère le processus de don d'organes dans son entier, donc on pourra en discuter plus longuement tout à l'heure. On est responsable des listes d'attente des receveurs. On organise tout le processus de don d'organes dans les hôpitaux, donc je me déplace beaucoup dans la province. On travaille beaucoup en partenariat avec la police, la GRC, les avions aussi beaucoup pour transporter les organes. C'est ça. Après, on a d'autres missions aussi de promouvoir le don d'organes, comme ce soir par exemple. On forme beaucoup le grand public, les hôpitaux, les médecins sur le don d'organes parce que c'est une spécialité que finalement peu de personnes connaissent. Voilà. Donc, la prochaine question est pour M. Parenteau. Quelles sont vos tâches quelles sont vos autres tâches pendant une garde? Nous, faut que je parle au micro. Nous, une garde, on est à temps partiel, donc on est 1 semaine sur 2 de garde. On va faire les inspections sur les camions. On n'est pas à la caserne tout le temps. Nous autres, on nous appelle sur les pagettes. Je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai oublié. J'ai un radio. Ça va sonner ça va sonner sur la radio. Je vais entendre l'appel, puis je vais partir pour aller à la caserne. Puis c'est ça. On lave les toilettes
comme c'est pas toujours facile. Là. On fait du ménage un peu partout. Il faut que la caserne soit propre. Ça, c'est toujours comme ça. Les camions, quand on sort, c'est toujours... faut toujours qu'ils soient... C'est notre dada, notre bébé, nos bébés. Il faut les laver. Il faut que ça soit propre. Quand on sort, il ne faut pas qu'on puisse voir nos traces de doigts sur le camion. Ça, c'est un honneur de frotter un camion de pompier quand on sort. On n'a pas toujours le goût de le frotter parce que on est fatigué souvent après un appel, là, quand on fait 10-12 heures. Hein, tu sais. On peut faire 8, 10, 12 heures sur un appel. Quand on revient le soir, on n'a pas le goût de le frotter, mais il faut le frotter pour qu'il soit prêt pour la prochaine intervention. Donc, ma question s'adresse à Mme Isabelle Sarrazin. Dans le fond, ma question, c'est est-ce que la charge émotionnelle que votre travail vous apporte, est-ce que ça vaut la peine, dans le fond, de faire le travail compte tenu de la charge émotionnelle qu'il y a dans le travail? Donc, c'est sûr, c'est particulier parce que je travaille tous les jours avec des patients qui sont déjà décédés, donc en mort cérébrale ou qui sont en voie de l'être, et des familles qui sont en deuil. Donc oui, c'est une charge émotionnelle particulière, mais tous les jours, en tout cas à chaque fois qu'il y a un donneur, on participe à sauver des vies des receveurs. Donc la charge émotionnelle est compensée par l'amélioration de l'état de santé du receveur ou lui sauver la vie, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ceux qui attendent des cœurs et des poumons sont en soins intensifs sous assistance respiratoire et mécanique. Et si on ne trouve pas d'organes, ils décèdent. Donc, je dirais que voilà, c'est ça. La charge émotionnelle est largement compensée. C'est très gratifiant, je trouve, comme travail de participer à cette chaîne. Donc, pour M. Pellerin, quel genre de tâches accomplissez-vous? Vous en avez parlé tout à l'heure, mais vous pouvez approfondir encore plus. Je peux parler de moi en particulier ou bien des métiers qui sont au travers de la GRC. Mes amis de Longueuil en ont parlé un petit peu. On a beaucoup de secteurs spécialisés, mais n'oubliez pas que le premier travail d'un policier, c'est faire de la police, de faire des arrestations, de faire des enquêtes sur les crimes. Mais vous allez souvent voir la publicité au niveau de la GRC où vous voyez quelqu'un en hélicoptère, vous voyez quelqu'un en plongée sous-marine, vous voyez un autre agent sur un cheval, vous voyez un autre agent qui voyage avec le premier ministre. Vous ne faites pas ça dans les premières années. Dans les premières années, il faut que vous appreniez votre travail. Plus tard dans votre carrière, là, vous allez pouvoir peut-être appliquer sur, justement, ces différentes sections spécialisées-là. Fait que s'il y en a d'entre vous qui sont intéressés par la police et qui sont intéressés par la GRC, dites pas en commençant, vous voulez aller faire du cheval. Parce que probablement qu'ils vont vous dire, vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit. Vraiment, notre travail de base, c'est d'être policier. L'avantage, ce que j'aime de mon travail, c'est que au travers de la même organisation, toujours en étant à la GRC, j'ai fait plusieurs fonctions différentes. Je vous l'ai dit, j'ai commencé patrouilleur, j'ai été enquêteur. Après ça, j'ai été sur la protection des avions. J'ai aussi été en mission en Haïti, où à ce moment-là, j'étais policier international pour montrer à la police haïtienne comment faire le travail de police. Par la suite, j'ai fait un petit peu d'informatique, où on a appris à gérer les réseaux informatiques. Au renseignement criminel, bien là, c'est de voir de quelle façon on peut retrouver, trouver et créer du renseignement pour essayer de savoir où sont nos criminels. Sauf que ça prend beaucoup d'expérience. Parce que si j'arrive face à face avec un grand criminel, il ne voudra pas me parler au départ. Il va falloir que je trouve une façon de l'apporter à me dire des choses qui vont peut-être l'avantager lui, mais qui vont m'aider moi dans mes enquêtes. Fait qu'à ce moment-là, ça aussi, cette partie-là est très plaisante, mais ça vous prend de l'expérience. Par la suite, comme je vous dis, là, actuellement, je suis aux ressources humaines et à partir de lundi prochain, je m'en vais travailler avec l'équipe de renseignement, mais pour le G7. Vous savez c'est quoi le G7? Non? C'est un rassemblement des 7 plus grands leaders au monde
qui s'en viennent se rassembler à Charlevoix les 8 et 9 juin prochains. Pour 48 heures de meeting, on a 250 personnes à temps plein depuis 1 an qui préparent cet événement-là pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui va se faire blesser ou qui va se faire tuer ou qui va se faire attaquer pendant ce sommet-là. N'oubliez pas que le Canada, à ce moment-là, on est responsable de tous ces gens-là qui viennent nous visiter et l'organisation de ça est incroyable. Moi, je m'en vais joindre cette équipe-là pour les 2 prochains mois pour justement aller répondre aux appels, essayer de trouver le plus de renseignements possible s'il y en a qui sont en train de préparer des mauvais coups pendant ce sommet-là. Parce que vous allez le voir à la télévision, il va y avoir des manifestations, les gens vont lancer tout plein de choses aux policiers, ils vont essayer d'attaquer la clôture, rentrer dans la salle où les gens vont être rassemblés. Puis notre rôle, plus pratiquement tout le monde ici à la table va être impliqué dans cette histoire-là, on va être 8000 policiers pour protéger ces gens-là. Fait que c'est un petit peu ça qu'on fait. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question est pour Mme Gagné et Mme Perra. Quels sont et comment fonctionne l'attribution des grades dans un corps de policier? L'attribution, excusez-moi. Bien, comme notre confrère l'a mentionné, on commence à la patrouille. Donc, c'est sûr que nous, dans un service de police municipale, souvent, les jeunes qu'on rencontre, ils viennent nous voir puis nous disent « Moi, je veux entrer dans la police pour rentrer dans le SWAT. » Mais pour rentrer dans le SWAT, parce que ça, c'est les téléséries et tout ça, on en a un groupe d'intervention. Mais avant de faire ces étapes-là, le plus beau de la police, ce sera toujours la patrouille. Parce que dans la patrouille, c'est là est-ce que tu vas apprendre le métier policier, que tu vas rencontrer les gens, tu vas aider les gens sur chaque appel. Puis aider les gens, moi, je vais laisser aussi ma collègue là, un petit peu parler par rapport à ça, mais aider les gens d'arrêter quelqu'un dans une famille, souvent, ça paraît chez certaines personnes, la police, on va être pas jugé par rapport à ça. Mais moi, à chaque fois que je fais une intervention, que je le faisais l'intervention, si j'arrête quelqu'un dans la famille, c'est parce qu'on a cessé une infraction criminelle, on a cessé quelque chose de peut-être dramatique ou dangereux. Et la personne, elle est arrêtée parce qu'il y a une infraction là-dedans, mais on va aider aussi la famille dans cette intervention-là. Fait que moi, je pense qu'on est toujours en aide. C'est sûr que ça fait bizarre des fois de voir que le policier va, pour aider la famille, il doit arrêter quelqu'un, mais oui, des fois, on est obligé d'en être rendu là. Ça fait partie de notre métier. Vous savez, quand les gens nous appellent, ça va pas bien. Et quand nous, on arrive sur l'événement, dans votre famille, on essaye vraiment de faire en sorte que dans cette soirée-là ou dans cette journée-là, que cette infraction-là puisse s'arrêter et ne pas recommencer. C'est un petit peu ça dans les grades. Tantôt, je disais, au niveau de la patrouille, on va être agent, puis là, c'est suite à ça que tu peux appliquer sur des concours. Quand ça fait plus d'années que tu as fait de la patrouille, il y a des concours qui vont s'ouvrir à toi. Et là, tu pourras appliquer pour devenir sergent. Fait que les grades, tu as agent, comme l'agente Perra et moi, nous sommes des agents. On n'a pas sur notre chemise, on n'a pas de grade, on n'a pas de, comment on appelle ça, des écussons, en fait. Un petit peu comme, je ne sais pas c'est quoi votre grade, mais comme monsieur qui est ici. Merci, major, monsieur. Puis, suite à ça, il va avoir le grade de capitaine. Ensuite de ça, il y a un inspecteur-chef et évidemment adjoint directeur et directeur du service de police. C'est un petit peu ça les grades. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. À la base, vous voulez devenir policier. Il faut aller à l'École nationale de police pour devenir un policier ici au Québec. Comme contrairement à monsieur
Pellerin, je vais dire Paquin, mais je savais que c'était pas ça. Monsieur Pellerin, c'est en Saskatchewan, à Regina, où est-ce qu'il y a la formation pour devenir policier à la GRC. Puis c'est un coût que vous êtes engagé pour un corps de police, que ça soit municipal, provincial ou fédéral. Ben c'est là que vous devenez un patrouilleur et que là vous pouvez gravir les échelons. En fait, c'est pas nécessaire d'aller faire de l'université pour devenir un sergent. En fait, c'est des examens à l'interne qui vont venir demander aux gens un test par écrit comme vous faites vous autres à l'école. Ben ça serait quoi les qualités, puis là ben ils te mettent dans des mises en situation, tu dois répondre aux questions. Si tu réussis cette étape-là, ben ensuite de ça tu as une entrevue à l'École nationale de police parce que tous les policiers au Québec doivent passer par là pour toutes les formations, mais c'est vraiment à l'interne. Puis c'est à ce moment-là que là, par l'ancienneté, par la note que tu as obtenue, que là, ben, tu es en rang pour obtenir le prochain grade. Pour devenir, par contre, un inspecteur, ben là, il faut aller à l'université puis obtenir un baccalauréat. Donc, c'est les différences majeures pour avoir, graduer là, dans la police. Par contre, c'est vraiment des choix personnels. Il y en a qui sont plus individus, comme moi, qui aiment ça, le travail de terrain. Il y en a, c'est plus des gestionnaires. Et c'est souvent ces gens-là qui vont avoir souvent une chemise blanche avec plusieurs écussons au bras. Merci beaucoup. Donc, ma question s'adresse à M. Ouellet. Est-ce qu'il faut un permis de conduire spécial pour conduire une ambulance? Présentement au Québec, c'est sûr et certain que quand on fait notre cours, on a un cours de conduite, un cours de conduite pour les véhicules ambulanciers, pour les véhicules d'urgence qu'on fait durant notre formation à l'école. C'est une formation qu'on fait autant en circuit ouvert qu'en circuit fermé. Donc, circuit ouvert, pourquoi? Qu'est-ce que le circuit ouvert? Le circuit ouvert, c'est sur la route comme une voiture normale. Fait qu'ils vont nous emmener parce que veut pas, le véhicule ambulancier n'est pas de la même grosseur qu'un véhicule conventionnel de tous les jours. Donc, il faut apprendre à conduire selon le format du véhicule. Les circuits fermés, c'est bien souvent, quand moi j'ai fait ma formation, c'était à l'ancien aéroport de Mirabel. On faisait des exercices à travers des cônes dans des endroits avec des cônes. Pourquoi les cônes, mais pourquoi fermés? Parce qu'on fait des manœuvres qui sont un petit peu plus dangereuses. Fait que donc, on ne veut pas aller faire ça directement avec d'autres voitures, avec d'autres gens alentour. Pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire notre cours, mais pour répondre à la question, il faut un permis de classe 4A, comme les policiers, comme les pompiers. Nous autres, c'est la même chose, c'est une classe 4A. Comment le faire? C'est bien simple pour pouvoir l'avoir. C'est un petit examen théorique de 20-30 questions à la société, à 30 questions à la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, fait, pour pouvoir faire, vu qu'on s'en va en circuit ouvert, comme je vous ai expliqué, c'est sûr et certain que le permis, mais il faut l'avoir avant de pouvoir faire notre cours à l'école. Donc, quand on sort de l'école, on a déjà notre permis qui est en notre possession. Là, ça va être une question pour tout le monde. Donc, quel genre d'études avez-vous fait pour exercer votre métier? Selon vous, pour être dans la GRC, ça prend quoi comme étude? Un baccalauréat? D'autres idées? Pardon? Collège minimum, ça veut dire le cégep, avoir un diplôme de cégep? OK? Vous? Non, t'as pas de question? Non, c'est juste ta main est debout de tout seul? C'est ça? OK? Oui? Pas d'études pantoute? Apprendre avec les policiers. D'autres idées? Oui? Un doctorat? J'ai toujours pas eu la bonne réponse. C'est pour ça que je continue. Oui? Primaire? OK. Primaire, on va y aller. Allez-y. Pardon? Je comprends pas. Mathématiques fortes, ça fait partie de ça, mais encore, allez-y. Secondaire 5, c'est tout. Mais si vous vous présentez chez nous avec juste un secondaire 5, vous avez beaucoup moins de chances d'être choisi que quelqu'un qui en a un petit peu plus. Mais
à la base, pour rentrer à la GRC, ça prend un secondaire 5. Par la suite, on fait un petit peu comme les policiers municipaux et provinciaux ici au Québec. On vous envoie à notre académie de police à Regina, en Saskatchewan, pour 6 mois, où là, on vous montre le métier de policier. Où là, c'est là qu'on va vous montrer à conduire, comme notre collègue ambulancier vient de vous dire, en circuit fermé, en circuit ouvert, les lois. On va vous montrer comment vous battre, comment vous défendre, comment arriver, comment intervenir. Est-ce que j'utilise le taser? Est-ce que j'utilise le bâton? Est-ce que j'utilise mes mains? Est-ce qu'il faut que j'utilise mon arme à feu? Bien, à quelque part, là, c'est pas juste aujourd'hui, je décide que c'est mon arme à feu. On a à apprendre à faire tout ça. Mais initialement, c'est un secondaire 5. Puis après ça, on vous montre le travail. Mais comme je le disais tantôt, plus vous allez en avoir en arrière de la cravate, plus vous allez avoir de chances d'être choisi. Ce qui veut dire, continuez vos études, impliquez-vous. Le fait d'être dans les cadets aide beaucoup à votre application à la GRC. J'ai été moi-même cadet pendant 5 ans. J'ai été officier de cadet pendant 12 ans. Fait qu'à un moment donné, mais juste fait de dire ça, vous faites la citoyenneté, vous faites des survies, vous faites des activités de collecte d'argent, entre autres. Là, vous avez fait vos bouteilles la semaine passée. Bien, c'est toutes des choses que on veut avoir ça comme qualité chez les policiers. Nos amis de Longueuil, ils vous disent quoi depuis tantôt? On rencontre les gens, on parle aux gens, on fait de la prévention. Bien, vous autres, vous avez déjà plusieurs qualités qu'on recherche chez les policiers. Mais ça vous prend les études. Pour ce qui est de technicien ambulancier paramédic, le parcours est un petit peu différent présentement, parce que moi, quand j'ai fait ma formation, c'était une attestation d'études collégiales. C'est un diplôme collégial. La seule différence entre un DEC, un diplôme d'études collégiales, et l'attestation, c'est que j'ai pas été, puis vous allez trouver ça plaisant, j'ai pas été obligé de faire mes français, philo, anglais. C'était juste les cours de fond techniques. Maintenant, ça a changé. Il y a un DEC qui a été créé. Donc, maintenant, il faut faire le diplôme d'études collégiales pour pouvoir devenir technicien ambulancier paramédic. Et il y a un certificat universitaire qui vient d'être créé depuis 1 an. Ça, c'est pour des paramédics là, qui ont 50 dates, qui veulent faire pour aller plus loin dans la profession, qui commencent, c'est tout jeune, c'est tout beau. Ça vient de commencer à être créé. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sur le cours présentement. Donc, éventuellement, plus tard, il va en avoir de plus en plus. Fait qu'il y a un certificat aussi de 2 ans qui existe là, pour aller plus loin dans la profession. Moi, c'est vraiment différent. Deux choses. Pompier temps plein, si tu veux être à Montréal, Longueuil, un peu partout les grandes villes comme Laval, Québec, Granby, Sherbrooke, les grosses villes là, qui ont plus de 25 000 habitants, ça prend l'EPIC, puis secondaire 5. Après ça, on va à l'EPIC. Soit l'EPIC ou l'Académie. Ouais, l'Institut. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Après ça, c'est un DEC en prévention d'incendie à Montmorency, 2 ans. Moi, étant pompier à temps partiel, ce qui est la majorité des pompiers en passant au Québec, là, moi, j'ai pompier 1. Pompier 1, ça donne, c'est environ 1 an. Par contre, on fait ça par les fins de semaine, par les soirs. Puis, pompier 1, c'est 25 000 habitants et moins. Donc, on apprend un peu différemment des choses. Un exemple, chez nous, ce que Longueuil n'a pas, puis Montréal n'a pas nécessairement non plus. Quand on veut arroser un feu, on n'a pas nécessairement de bornes fontaines autour dans mon coin. Là, j'en ai à peu près pas, là, des bornes fontaines, parce que j'ai des fermes, puis des vergers, puis j'ai plein de choses, mais qu'il n'y a pas d'eau à côté. Donc, nous autres, on a des piscines. Une piscine, là, c'est à quoi? 10-12 pieds de large par 10-12 pieds de long, par 2 pieds de haut, 2 pieds et demi, 3 pieds de haut. Là. Ça fait que c'est haut comme ça, puis c'est grand. Fait qu'on vide l'eau là-dedans, puis il y a une pompe qui prend l'eau, puis qui l'envoie dans nos boyaux, puis on arrose nos maisons comme ça. Ou ce qui est en feu. Fait que c'est pas mal ça. Pour devenir policier municipal,
Alors, qu'est-ce que ça prend? C'est sûr que c'est plus compliqué. C'est très contingenté parce que c'est pas que c'est compliqué. Il faut terminer l'école. Dans le fond, il faut terminer le diplôme d'études secondaires. Secondaire 5 également. Mais étant donné que le programme, par la suite, c'est la technique policière au collège, c'est hyper contingenté. Quand je dis hyper, là, c'est un des programmes qui est très contingenté. Qu'est-ce que c'est contingenté, ma collègue? C'est qu'ils vont prendre tes notes, puis ils vont, c'est sûr, essayer de prendre les notes les plus fortes. C'est ça que ça veut dire. Fait que c'est sûr que, non, mais je vois des visages découragés. Je vais juste expliquer vite mon petit parcours qui est très particulier puis qui va peut-être vous encourager. Quand j'étais au cégep, là, c'était très contingenté d'appliquer en technique policière. Donc, ils prenaient les gens qui avaient les plus hautes notes. S'il y avait, 150 personnes pour faire la première cohorte, ça veut dire le groupe des jeunes qui s'en allaient dans la première année, ils prenaient les meilleures notes. Fait que là, pendant 2 ans, j'ai pas été acceptée. Ce que j'ai fait, je me suis pas découragée. Je suis allée voir mon orienteur et je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer de métier? C'était mon rêve. Alors, j'ai continué mon rêve, mais par contre, j'ai pas arrêté d'aller à l'école pour dire je vais attendre mon tour. Tu continues d'aller à l'école, alors tu vas chercher tous tes équivalents, tu vas chercher tes maths, ton français, tout ça, tu continues. Et moi, j'ai même été à l'université. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma technique, j'ai fait mon diplôme d'études collégiales en sciences humaines. C'est comment qu'on l'appelle? Diplôme d'études, c'est ça, en sciences humaines. Fait que j'ai terminé mes 2 ans en sciences humaines. Et par la suite, je suis allée à l'université en enseignement, en adaptation scolaire. J'ai fait ma première année. Et lorsque j'ai entamé pour ma 2e année, j'avais aussi réappliqué en technique policière et j'ai été acceptée à ce moment-là. Donc, j'avais une feuille devant moi. Et sur la feuille, il était écrit « Est-ce que je veux devenir policière ou enseignante? » Alors, à ce moment-là, j'ai mis des pour, j'ai mis des contre. Et à la fin de ma colonne, c'est toujours le métier policier qui revenait plus fort que l'enseignement. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que tu as fait le bon choix? Bien, j'ai les 2 métiers dans un. J'ai la chance aujourd'hui d'être policière, mais d'en plus, d'être à la prévention pour pas venir comme ce soir, venir vous renseigner sur des choses. Je suis pas professeur, mais j'ai quand même un petit peu ce côté-là de pédago qu'on vient vous faire. Fait que c'est un petit peu mon parcours. Et suite à ça, je vais laisser ma collègue parler un peu, sinon je vais parler trop. Elle va vous expliquer la technique policière, le 3 ans, c'est qu'est-ce que ça prend. C'est bon? Et voilà. Bien, première des choses, oui, effectivement, pour aller en technique policière, il y a environ une 12aine d'endroits au Québec où est-ce qu'ils offrent la technique policière. Pour devenir éventuellement policier, il faut avoir 18 ans, avoir la citoyenneté canadienne, pas avoir de dossier criminel, bien évidemment, parce que si vous avez un dossier, comme dans plusieurs métiers, entre autres, ça fonctionne pas. Vous devez parler français, avoir une bonne connaissance de l'anglais, avoir une bonne santé physique, avoir une bonne santé psychologique aussi, qui est des fois c'est plus difficile à contrôler, mais il y a plusieurs tests physiques qui vont être faits. Donc, à l'entrée, dès que vous finissez, moi, j'ai eu un parcours en secondaire 5. Je me suis inscrite au cégep, ONSIC, en technique policière. Je suis allée faire des entrevues. Ensuite de ça, ils nous ont fait faire des tests physiques parce que vous devez savoir qu'après les 3 ans de technique, vous devez réussir des tests physiques, entre autres, courir un 8 km et faire un parcours pour être admis à l'École nationale de police du Québec. Donc, au cégep, 3 ans. Ensuite de ça, test physique. À l'École nationale de police, tu es dans un rang pour pouvoir entrer. C'est un passage obligatoire. Et rendu à l'École nationale de police, c'est 15 semaines de formation continue. Contrairement à la GRC, on a parlé de 6 mois, mais pas de technique.
Tandis qu'au Québec, ben, on va parler de 3 ans de technique avec des cours de français, philo, mais d'intervention, de communication, de prévention, d'intervention physique, d'emploi de la force, des cours de droit, des cours de sociologie, des cours de psychologie aussi beaucoup. Puis rendu là, ben, à Nicolette, on va aller... Nicolette, c'est où est située l'École nationale de police du Québec. On va avoir un 15 semaines en induction. Comme vous, tantôt, moi, José et moi, on vous voyait au pas militaire. C'est exactement ce qu'on a fait. On a appris beaucoup le côté militaire. Moi, j'ai jamais été cadette, mais j'ai trouvé ça très intéressant, le côté très protocolaire. C'était beau de vous voir, mais pendant notre 15 semaines, on a eu des inspections comme tantôt vous avez eu, le côté très politesse, très hiérarchique. Donc, ensuite de ça, un coup qu'on a terminé notre 15 semaines à Nicolette, on va pouvoir postuler pour le poste de le service de police qui nous intéresse ou qui a de la place pour nous prendre, parce que ça aussi, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. En fait, il y a beaucoup plus de candidats qui veulent travailler, qui a d'offres pour travailler. Donc, souvent, ben, même pour l'embauche, là, c'est plus difficile. Il faut aussi avoir des bonnes notes à l'école ou aller chercher des équivalences à l'université. Et voilà. Donc, pour faire infirmière, il y a 2 parcours possibles. Soit un parcours technique donc au cégep, soit un parcours universitaire pour avoir un bac. La différence sur le terrain, il n'y en a pas vraiment parce que les infirmières se valent soit au cégep, soit à l'université, peu importe. Ce qui change beaucoup, c'est que quand on fait un parcours universitaire, on peut plus évoluer dans la profession. On peut faire des certificats après de management ou autre. Donc c'est ça, deux parcours différents. Ça dure 3 ou 4 ans selon ce qu'on choisit, sachant qu'un parcours universitaire permet vraiment de faire des études par alternance, donc des cours à l'université et beaucoup de stages en centre hospitalier. Alors qu'au cégep, il n'y a pas beaucoup de stages, ce qui fait que le niveau technique des infirmiers qui en sortent sont un petit peu plus en retard par rapport à l'université, mais le retard se rattrape vite avec l'expérience, parce que ce qui prime, c'est c'est comme quand on a son permis, puis on commence vraiment à conduire. Une fois qu'on l'a, infirmière, c'est pareil. Donc c'est ça. Après, une fois qu'on a ses diplômes en poche, ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on peut travailler dans tellement de domaines différents. Donc il y a la voie hospitalière, évidemment, mais on peut travailler à l'école, on peut travailler dans plein de corps de travail différents, dans des entreprises, au gouvernement, on peut travailler dans l'armée, on peut travailler dans plein d'endroits. Ça n'a de limite que notre ambition puis notre volonté de soigner peut-être de façon différente qu'une infirmière classique d'hôpital, on va dire. Bon, ben la question est pour Mme Sarrazin encore. Comment la liste d'attente fonctionne-t-elle? Et puis, comment sait-on qui sera le bénéficiaire du prochain don? Excusez-moi. C'est assez compliqué comme question. Il faut savoir que la particularité du Québec, c'est qu'il n'y a qu'un organisme qui gère la liste d'attente, et c'est Transplant Québec. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir vous en parler. Dans certains autres pays, c'est certains hôpitaux ou programmes de transplantation qui gèrent leur liste d'attente. Le Québec a choisi que ça soit un organisme pour que ça soit plus équitable et plus juste dans l'attribution. Donc il y a plusieurs listes d'attente. Il y a la liste d'attente pour le cœur, les poumons, le foie, le pancréas et les reins. Dans le fond, les patients qui sont en attente d'organes sont affiliés à un centre de transplantation. Exemple, à Montréal, il y a un centre de transplantation pulmonaire qui est au niveau CHUM. Donc, c'est les médecins du CHUM qui décident que tel patient doit recevoir un organe. Et après, en fonction de leur détérioration clinique, moins ils vont bien et plus ils sont urgents dans la liste. Donc, c'est pas Transplant Québec qui détermine le niveau d'urgence, ce sont les médecins. Et après, pour trouver un organe, ça c'est plus notre domaine. Donc, ça prend un donneur, évidemment, et ça prend surtout des sangs qui sont compatibles.
Alors, ma question est pour Monsieur Pellerin. Dans le fond, c'est quel grade êtes-vous et comment les grades fonctionnent-ils dans la GRC? Merci. Avant de commencer, tout le monde, levez-vous debout, étirez-vous, profitez-en, prenez un bon 30 secondes, là. Let's go! Levez-vous, vous êtes tous en train de vous endormir. Bon! Bien! Ah, ça fait du bien! Moi aussi, ça fait cher. Les filles encore pas. OK. Tout le monde, vous êtes revenus? Mon rang à moi, ce que vous voyez, mon grade, là, qui ressemble à un tambour-major. Avez-vous ça, un tambour-major chez vous? Hein? C'est lui? Levez-vous. Vous avez pas l'insigne du tambour-major? Ben, et voilà. Vous voyez, c'est le même rang que moi, sauf que moi, on m'appelle sergent d'état-major. Chez nous, à la GRC, les rangs commencent. Le premier, comme les agents municipaux, nous, on les appelle les gendarmes. On est dans la gendarmerie, donc c'est des gendarmes. Nos agents, quand on commence, c'est gendarmes. Le deuxième rang, c'est caporal, comme chez vous. Le troisième rang, sergent. Vous en avez des sergents, vous autres aussi? Et par la suite, sergent d'état-major comme moi. Par la suite, il y a 3 autres rangs de sous-officiers, sauf qu'on n'en a pratiquement pas. Il y en a un au Québec qui s'appelle sergent-major. C'est comme un adjudant 2 pour vous autres. Qui est adjudant 2? Bon, et voilà. Oui, les adjudants 2 sont là? Non, adjudant 2, voilà. Fait qu'on a un adjudant 2 au Québec, seulement un. Puis un adjudant 1, qui est où? Il est là-bas? Bien ça, nous, on en a un au Canada seulement. Un seul. Fait que félicitations pour vous. Et par la suite, à partir du rang de sergent et sergent d'état-major, on peut appliquer sur les rangs d'officiers. Nous, comment ça fonctionne au niveau des promotions, c'est pas des bassins, c'est vraiment quand il y a un besoin. Comme moi, aujourd'hui, je quitte mes fonctions aux ressources humaines. Il y a donc un poste de disponible de sergent d'état-major aux ressources humaines à Montréal. Alors, on va ouvrir un concours. Les gens devront appliquer. Ceux qui sont sergents, toujours un rang plus haut. Ceux qui sont sergents vont pouvoir appliquer dessus, vont devoir soumettre leur candidature. Il va y avoir une évaluation des compétences et il y aura quelqu'un de choisi. Ce n'est pas vraiment où on peut juste appliquer comme ça puis attendre qu'il y ait des postes. Il faut vraiment appliquer sur chacun des postes. Et ensuite de ça, on a 6 rangs d'officiers différents. Où on a notre premier rang d'officier, nous autres, c'est inspecteur. Inspecteur, c'est un petit peu comme un commandant de peloton chez vous, un commandant de niveau. Vous avez des officiers, vous autres, qui s'occupent des niveaux. Bien, nous, c'est un petit peu ça, un inspecteur. Par la suite, un surintendant, ça va être quelqu'un qui va s'occuper de plusieurs petits groupes. Bien, les groupes, nous autres, c'est 50, là, mais c'est plusieurs petits groupes. Ensuite de ça, au Québec, on a un surintendant principal qui, lui, est le numéro 2 de la GRC au Québec et il s'occupe de tout ce qui est enquête criminelle. Et ensuite de ça, on a un, nous, qu'on appelle commissaire adjoint, qui est notre numéro 1 au Québec. Suite à ça, les autres rangs plus hauts, ça va à Ottawa. Il y a des sous-commissaires, il y en a 8 au Canada, où à ce moment-là, ces gens-là s'occupent de vraiment de gros secteurs, là, comme sécurité nationale au niveau du Canada. Il va y avoir un sous-commissaire. Et il y en a 8 comme ça. Et ensuite, on a un commissaire. Comme vous autres, vous auriez un major. Il y en a juste un qui peut être à votre unité. Bien, nous, c'est un commissaire au niveau du Canada. C'est à moi. OK. Donc, ma question est pour M. Ouellet. Comment déterminez-vous l'urgence d'une situation? Donc, l'urgence d'une situation. Fait que si je comprends bien, madame? L'état du patient, dans le fond. La stabilité du patient, OK. Nous autres, c'est sûr et certain que quand on va arriver avec l'information qu'on a
avec l'expérience aussi, à force de faire des appels, à longue de travailler avec les années, la première chose, ça va être le quick. Ce que nous autres, on appelle dans notre jargon le quick look. Qu'est-ce que je veux dire par le quick look? C'est sûr et certain, c'est comme quand j'arrive sur les lieux, quand je vois la personne avant même d'y avoir parlé. Mais qu'est-ce qu'on va voir que cette personne-là, mais est-ce qu'elle a une couleur normale? Est-ce qu'elle a de la sueur? Est-ce qu'elle est consciente, la personne? Fait que déjà là, avec le quick look, voir l'état de conscience, voir la couleur de la personne, voir est-ce qu'elle est pâle, est-ce qu'elle est, comme je vous disais, est-ce qu'elle est diaphorétique, est-ce qu'elle est en sueur. Mais déjà, ça m'indique que la personne ne va pas bien souvent au quick look. C'est sûr qu'on se fait pas juste au quick look, on se fait pas juste à notre expérience, quoique souvent, mais tu sais, ce qu'on ressent, ce qu'on appréhende reflète ce qui est réellement. Après ça, on va se fier aux signes vitaux de la personne. Donc, qui a fait ses cours de premiers soins ici? Alors, qu'est-ce qu'on regarde en premier quand on arrive sur les lieux? L'environnement. C'est sûr que l'environnement nous parle un peu de ce qui se passe avec la personne. Fait que ça fait partie un petit peu de notre quick look, l'environnement. Après ça, qu'est-ce qu'on en regarde? Oui. L'état de conscience. Après ça, on s'en va à l'ABC. Fait que, est-ce qu'elle respire? Est-ce que sa respiration est normale? La circulation. Fait que c'est tous des signes qu'avec ça, on peut évaluer la stabilité de notre patient, savoir est-ce que la personne, je vais me dépêcher pour me rendre à l'hôpital ou est-ce qu'on va prendre notre temps? Puis selon vous, est-ce qu'on roule toujours en urgence avec nos patients? Je dirais 15-20% des patients vont rouler en urgence, puis le reste, ça va être des appels qu'on va rouler sans sirène, sans gyrophare. Parce que tu sais, veux pas, mais il faut apprendre aussi à considérer le risque, parce qu'il y a un risque de rouler en urgence. Fait qu'il faut bien peser, bien prendre le temps de bien évaluer notre patient, parce que, comme je vous dis, le risque de rouler en urgence, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui comprend comment se tasser, comment agir à l'approche de véhicules d'urgence. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Fait que nous autres, c'est sûr et certain qu'ils nous demandent beaucoup de faire attention à ça, de ne pas rouler si ce n'est pas nécessaire en urgence. Oui? C'est sûr que l'état du patient, c'est l'état du patient qui va dicter notre conduite de véhicule, qui va dicter notre conduite de qu'est-ce qu'on va faire. Fait que c'est sûr et certain que si le patient se détériore, puis que là, on est parti en non-urgent, sans sirène, sans gyrophare, puis que l'état du patient se dégrade, mais c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, on peut changer puis rouler en mode urgent. Mais autant, ça va être plus souvent le cas comme ça, que le cas contraire de partir en urgent puis de finalement de tout éteindre les lumières, tout éteindre les gyrophares, de tout éteindre les sirènes puis de rouler en non urgent. OK? Oui. Oh. C'est sûr que du moment que le nombre de patients dépasse le nombre de ressources qui est sur les lieux, mais c'est ce qu'on va appeler le triage. Le triage, c'est vraiment d'établir qui va partir en premier. Le triage, ça va nous permettre de donner un code de couleur, si vous voulez, à la personne. Les codes de couleur, ça va de noir, c'est noir, rouge, jaune, vert. C'est sûr qu'une personne noire, pour nous autres, c'est une personne qui n'a aucune chance de vie, aucune chance d'être réanimée. Après ça, rouge, c'est une personne qui va vraiment avoir des soins critiques, qui va avoir besoin de soins rapides. Jaune, habituellement, ça va être quelqu'un qui peut attendre un peu, qui n'est pas, il est pas vert, il n'est pas capable de se déplacer de lui-même, mais il n'est pas rouge non plus, il n'est pas critique, fait qu'il peut attendre un peu. Puis le vert, c'est pas compliqué, le vert, quand on arrive, admettons, j'arrive sur un accident d'autobus, le vert, mais ça va être la personne qui va être capable de venir à moi, qui va être capable de pouvoir marcher, qui va pouvoir se déplacer de lui-même. C'est sûr que les verts, ils ne seront pas notre priorité, mais par contre, il va falloir qu'on fasse une réévaluation de nos verts pour s'assurer que cette personne vert-là, mais via ses signes vitaux, qu'il n'y ait pas une instabilité, qu'il n'y ait pas quelque chose qui ferait qu'elle pourrait être jaune ou qu'elle pourrait être rouge. Donc, c'est ça pour ce qui est
comme je vous disais, ça dépasse. Fait que c'est sûr et certain qu'en situation de triage, on va faire venir plus de ressources. Parce que dans une ambulance, le maximum qu'on peut embarquer couché des patients, c'est 2. Fait que du moment que c'est sûr et certain qu'on essaie toujours d'être une ambulance, un patient, c'est plus facile au niveau gestion. Mais si c'est vraiment nécessaire, comme c'est déjà arrivé au mois de septembre passé, on est allé sur un accident d'autobus où il y avait au-dessus de 26 patients. On n'a pas 26 ambulances dans notre région, fait qu'il a fallu qu'on fasse des transports de 2 puis de 3 patients. Quand on arrive à 3-4 patients, c'est des patients qu'on peut assir parce que dans l'ambulance, on peut en assir jusqu'à 4, mais coucher, c'est 2. Donc, la prochaine question est pour Mme Gagné et Mme Perra. Quelles sont vos tâches quotidiennes? Et là là, les tâches quotidiennes. Je ne sais plus si je les connais. Non, c'est pas vrai. Ben, en fait, c'est sûr que les tâches quotidiennes, on a des mandats précis. Hein? Quand on est agent à la prévention, parce que là, c'est là où est-ce qu'on en est rendu. Agent à la prévention, là, juste pour vous donner un exemple, on va sensibiliser des jeunes, penser aux jeunes qui viennent de naître. Donc, on va aller dans les garderies. Et lorsqu'on va dans les garderies, on va rencontrer les jeunes pour faire un premier contact avec les policiers. Parce que des fois, ces jeunes-là n'aiment pas nécessairement la police, puis il faut qu'on ait une image pour eux si jamais plus tard, ils ont besoin d'aide. Puis souvent, c'est juste le fait de prendre une photo avec la garderie au complet, avec l'auto de police. On vient de faire une première approche. Maternelle, première année, primaire, secondaire. On va même aller également rencontrer les personnes âgées. Il ne faut pas oublier ces personnes-là. On va aller rencontrer des commerçants aussi parce qu'on a des augmentations de cas de fraude ou des trucs comme ça, avec les cartes de débit, des choses comme un petit peu comme ça. Fait que nous, c'est toujours, dans la prévention, c'est toujours d'aller discuter avec les gens puis de donner des petits trucs pour que le taux de criminalité baisse. C'est un petit peu ça. Au niveau, comme ce soir, on rencontre des groupes de jeunes. Fait que ça aussi, ça fait partie de notre travail. L'autre volet aussi qu'on travaille beaucoup, c'est les dossiers dans lesquels les gens, c'est des états mentaux perturbés des personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Ça peut être, tout le monde peut être touché par ça dans votre famille, dans votre entourage. C'est sûr que ces cas-là deviennent des dossiers un petit peu plus complexes parce qu'il faut avoir des suivis avec des professionnels de la santé. Nous, notre travail, c'est de référer ces personnes-là à d'autres personnes que la police. Parce que des fois, la police, on va souvent à la résidence et là, on transporte la personne à l'hôpital. Elle rencontre un médecin, mais elle va souvent sortir, elle va avoir son congé de l'hôpital. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle a son congé de l'hôpital, que le bobo, si on veut, est guéri? Pensez-vous? Bien, souvent, on peut retourner comme policier sur les lieux. Fait qu'il faut trouver quelque chose pour arrêter d'aller à la maison, mais il faut trouver également quelque chose pour aider ces familles-là puis aider cette personne-là. Je peux peut-être laisser ma collègue. On dirait que ça me vient plus. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait, mais en gros, c'est pas mal la partie de mon travail. Je ne sais pas si, Fanny, tu penses à d'autres choses? Bien, à la prévention, non, mais comme à la prévention, écoutez, c'est très large, là. Tout ce que vous pouvez parler de prévenir un crime, là, c'est vraiment sky is the limit. On travaille beaucoup en résolution de problèmes, en ayant plein de partenaires. On va sur des tables de concertation, des tables de vie de quartier, des tables jeunesse. On est impliqué dans la communauté, mais comme patrouilleur, ben, je reste en uniforme, comme vous avez vu. Donc, je conduis une voiture de police, j'enquête des gens, j'intercepte des gens. Ça va m'arriver que je vais arrêter des gens. C'est sûr que c'est pas mon travail à la base parce que moi, j'ai une tâche différente, mais je reste une policière quand même qui applique les lois et qui prévient les crimes. Question. Oui. Alors, ma question, ça va être tantôt pendant les kiosques. Merci. Voilà. Gardez vos questions, vous devez les voir. Parfait. Donc, ma question est pour M. Parenteau. Quelles sont vos pièces d'équipement que vous usez? Que vous utilisez. Non, ça va.
Les pièces d'équipement qu'on utilise, c'est assez... on en a beaucoup. Juste pour vous donner une idée, là, tantôt on me posait la question, monsieur ici, Pellerin, c'est ça? Il me posait la question combien on pesait avec l'équipement sur le dos. Là. Moi, je pèse 190 livres, là, puis quand j'ai mon équipement sur le dos, là, j'en pèse 315. Fait que je peux me rendre jusqu'à 315 livres. Là. J'ai un équipement, c'est pas mal ça, hein? C'est assez pesant. On appelle ça un habit de combat. Vous allez voir tantôt, là, quand vous allez venir au kiosque, j'ai des bottes. J'ai une salopette, j'ai un manteau, ça doit peser un 20-25 certain. J'ai un cylindre que vous allez pouvoir voir comment c'est lourd. J'ai un facial qui va pour aller avec l'appareil respiratoire. J'ai un casque, j'ai des gants. Puis quand on a un gros feu, ben on se met de la hausse. Des boyaux, là, on s'en met, là, on peut se mettre, vous autres, vous allez en mètres. On va essayer d'y aller avec, mettons, un 50 mètres de boyaux là, sur les épaules. Puis, je peux aller avec un en dessous du bras, puis m'en aller avec ça aussi. Fait que Puis j'ai une clé de borne fontaine. Je peux avoir une hache. Je peux avoir un allégun. J'en ai pas emmené ce soir là, parce que si j'amenais ça, je vidais mon service. Fait que c'est pas on n'en a pas beaucoup. Un allégun, là, c'est comme un pied de biche, mais avec 2-3 parties de plus après, là, pour travailler. C'est assez lourd. C'est bon? Y a-t-il autre chose? C'est pas mal ça. OK, donc la question va être pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous gratifie le plus dans votre travail? On va commencer de l'autre bord. Moi, j'en ai déjà un petit peu parlé tantôt. Moi, ce qui me gratifie surtout, c'est de pouvoir améliorer la qualité de vie d'un receveur ou sauver sa vie dans les pires des cas. Ce qui est gratifiant aussi, c'est l'accompagnement des familles. On a un gros rôle à jouer là-dedans et on sait qu'on est acteur pour traverser le deuil un peu mieux. On sait qu'on est aidant pour ça. Ce qui est gratifiant aussi, c'est on a un très grand rôle de conseiller clinique à l'hôpital, donc on manage beaucoup les équipes et on les aide à traverser eux aussi des situations particulières, soit émotionnelles ou alors purement cliniques, parce que les patients qui sont en attente de prélèvement d'organes pour aller en salle d'opération sont très instables. Et il y a beaucoup d'infirmières ou de médecins qui perdent un peu pied dans ces situations-là. Donc, je trouve ça gratifiant de pouvoir les aider. J'aime pouvoir aussi avoir des nouvelles des receveurs, savoir qu'ils vont bien. À Transplant Québec, on centralise tout le courrier qui s'échange entre les receveurs et les donneurs de façon anonyme. Donc, on lit ces lettres et je trouve ça gratifiant de rentrer un petit peu dans l'intimité de chaque famille, puis de voir comment ils s'en sortent, puis comment ils vont mieux chacun. Voilà. Moi, quand je voulais, en fait, j'ai jamais rêvé d'être une policière, là, comme beaucoup rêvent depuis qu'ils sont petits. Moi, je voulais m'en aller en psychologie, puis j'étais pas prête à faire les études qui allaient avec de faire maintenant un doctorat. Donc, comme j'étais une fille sportive, comme j'aimais aider les gens, comme j'étais une personne droite qui aimait les choses justes, on m'a dit que j'allais pas être une bonne policière parce que j'étais trop fine. Donc, étant une fille de défi, je me suis dit, c'est pas vrai que à cause de ça, je peux pas devenir une policière. Donc, j'ai relevé le défi. Ce qui est le plus gratifiant, c'est qu'aujourd'hui, en plus de travailler en psychologie, parce que mon travail, c'est vraiment beaucoup ça, je suis une fille de droiture, je suis une fille juste, je suis une fille qui a besoin d'être en forme parce que je fais le travail que je fais. Mais ce qui est le plus gratifiant, honnêtement, c'est d'aider les gens. Quand j'étais sur la patrouille, je vous dirais que c'était un petit peu le côté noir, un petit peu le côté quand que les gens font le 911, là, c'est parce que ça va pas nécessairement bien, puis qui ont besoin de toi. Mais c'était vraiment de donner le meilleur de moi-même, puis de toujours être dans
on ne sait pas ce qui va arriver. Pour moi, c'est très challengeant, ça. J'ai besoin d'avoir cette adrénaline-là. Aujourd'hui, que je fais de la prévention, ben j'ai le côté plus citoyen, plus monsieur, madame, tout le monde, plus vous qui voulez apprendre, puis ben je peux vous transmettre ma passion, aider des parents, aider des jeunes, aider des grands-parents. Et comme je vous disais, ce qui est le plus intéressant, c'est d'aider les autres. Puis dans mon travail, ben c'est vraiment ça que je fais. Je vais laisser l'autre collègue parce que ça touche un peu la même chose. Fait que je vais me répéter. Pour faire le métier de policier, là, pour être capable d'aller du début jusqu'à la fin de notre retraite, je pense que c'est une vocation, c'est pas juste un métier. Ça prend le cœur, c'est pas évident. Puis, comme ma collègue l'a si bien mentionné, c'est gratifiant à chaque fois de voir qu'on peut aider quelqu'un, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Puis le travail aussi, c'est de faire comprendre aux gens que la police, on est là pour vous aider. Oui, on donne des constats d'infraction, ce qui met les gens beaucoup à pas aimer la police, mais on essaie de détourner ça en disant vous nous payez pour qu'on puisse diminuer les cas d'accident, les taux de criminalité, et ça fait partie de mon métier de le faire. Donc, c'est tout ça, ce beau travail-là. Nous, les pompiers, c'est d'aider beaucoup les citoyens, de mettre un sourire dans le visage de nos jeunes monstres là, de 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, qui viennent à la caserne, puis venir voir nos camions, les faire embarquer dans le camion, parce que si jamais vous passez devant une caserne, qu'il y a des pompiers là, arrêtez. Si vous voulez aller voir le camion, sans problème, les gens vont vous montrer la caserne. C'est un honneur de montrer notre caserne, puis d'aider les gens, de voir, qu'ils viennent nous voir, puis là, on dit « Hey, ils embarquent dans le camion, ils veulent pas. » Puis là, on les fait tirer les flûtes, puis le criard, puis let's go, puis les allume les... Ça, de voir un sourire devant vous, là. Toi, je veux un bonbon, toi. Là, il arrête pas depuis tout à l'heure. Lui, là, avec les lunettes, il mange des bonbons, puis il nous en offre même pas. J'ai fait signe depuis tantôt, mais il m'en donne pas. En tout cas... Tu vas être obligé d'aider. D'aider les gens, parce que c'est pas toujours rose quand on se présente sur un incendie, sur les lieux d'un incendie. Les gens, ils vont demander à l'officier, l'officier va leur demander qu'est-ce qu'on peut sauver dans ta maison. Souvent, ça va être des animaux. Souvent, ça va être des souvenirs. Puis l'officier, s'il voit qu'on est capable d'y aller, il va nous envoyer le chercher. Un exemple, j'ai sauvé un petit chat, il était long de même. Là. Il était noir et blanc, mais quand je l'ai pogné, il était noir et gris foncé. Mais il était beau, il était vraiment beau. Les citoyens étaient contents qu'on leur remette le chaton dans les mains. Mais souvent, on va aller chercher des photos, on va aller chercher un exemple des passeports, mais le citoyen, on est là pour les aider. Contrairement aux policiers, nous, on ne donne pas de contravention, donc on coûte à la société, on coûte à notre ville, on coûte de l'argent. Mais ça, on s'en fout. Alors, les policiers sont là pour nous payer. On fait le travail. C'est ça. Eux, c'est des héros. C'est sûr que tout le monde que vous voyez devant vous, je pense qu'on a tout un point commun ici ce soir. T'sais, peu importe que ce soit le métier de pompier qu'on voit dans les feux de bâtiment, que ce soit nous autres, qu'on rentre dans les maisons parce que le monde sont malades, que ce soit les policiers pour arrêter les voleurs, ou peu importe la situation. Mais je pense qu'une chose qui nous rassemble ici ce soir, peu importe le métier qu'on fait ici présentement, c'est d'aider les autres, d'aider les citoyens. C'est sûr et certain qu'il faut avoir beaucoup d'entre-gens pour faire le métier. Moi, pour ce qui est de mon côté, c'est sûr et certain que les gens sont avec moi dans l'ambulance, c'est que ça va pas nécessairement bien. C'est très rare que quelqu'un embarque dans l'ambulance avec moi puis qu'il ait un gros sourire et qu'il dit « Yes, sir, je m'en fais un tour de taxi, un tour de camion jaune. » Fait que
Donc, on est là pour les rassurer, on est là pour les aider, on est là pour leur prodiguer des soins. C'est sûr que des fois, mais il y en a que malheureusement, ils ne nous parlent pas, fait qu'on ne peut pas voir leur réaction. Mais la grande majorité du monde qu'on transporte, on a des merci, on en revoit du monde aussi. Moi, où est-ce que je travaille, je viens pas de la région ici, je viens de la région de Rigaud, Vaudreuil-Soulanges. C'est des petites municipalités, fait que c'est sûr et certain qu'il y a du monde que je transporte, que je revois dans la rue de tous les jours. Parce que comme monsieur à côté aussi, moi, c'est mon métier, comme lui, je fais aussi pompier temps partiel. Fait que les gens de Rigaud, les gens de la municipalité où je reste, je les recroise souvent. Fait que de pouvoir avoir, ce qui est gratifiant pour nous autres, c'est quand on peut avoir des messages, des retours des personnes qu'on a traitées, de revoir des merci, de revoir, ça vient mettre un gros pansement sur tout ce qu'on peut voir dans notre carrière. Parce que des choses dans notre carrière, puis comme je vous dis, je parle pour tout le monde ici, je pense qu'on en voit beaucoup. On voit ce qu'on peut voir dans une journée. Dans une journée, c'est peut-être ce qu'une personne qui fait pas nos métiers peut voir dans une vie complète. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que de voir, puis comme je vous dis, c'est pas facile, c'est pas évident, mais de pouvoir avoir des remerciements, de revoir des gens, de pouvoir voir des sourires un peu quand on leur donne des soins, c'est déjà là très, très, très apprécié dans notre métier. Comme le disaient les 5 autres personnes, c'est vraiment d'aider les autres. Le plus beau métier au niveau de policier, je vous dirais, au niveau de la gratification, c'est d'être patrouilleur. D'arriver sur une situation puis de pouvoir aider quelqu'un à s'en sortir, soit qui est victime d'un crime ou même, j'ai des gens que j'ai arrêtés pour alcool au volant qui un jour sont venus me revoir en me disant « Grâce au fait que tu m'as arrêté, il ne m'aimait pas ce soir-là, c'est clair, mais grâce au fait que tu m'as arrêté, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté d'avoir cette problématique-là. On a arrêté des gens pour trafic de drogue. Puis, by the way, il y en a dans vos écoles. Bien, si un jour on arrive puis qu'on enlève ce trafic-là dans vos écoles, vous allez tous avoir une meilleure vie. Au niveau de la GRC, on est vraiment à un niveau national et international. Les saisies de drogue qu'on va faire sont énormes. Des tonnes de drogue. Sauf qu'il y en a plusieurs autres tonnes qui passent à côté. C'est infesté. Mais moi, si n'importe quelle de mes actions demain au travail vont faire en sorte que je vais sortir un peu de drogue de la rue, un peu de fentanyl que vous entendez parler récemment, un peu de tout ça, un peu du crime organisé, un peu de la fraude, un peu de pauvre grand-maman, elle s'est fait téléphoner, puis elle a tellement fait confiance qu'elle a envoyé de l'argent à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Ils ont vidé son compte de banque. Bien, si moi, je peux faire une action dans ma journée qui va faire en sorte que ces gens-là ne seront pas victimes demain, bien, c'est là que je trouve ma gratification.